Est-ce que je vais vous dire bienvenue pour la 17e fois de la journée? Je crois que je m'en lasserai jamais. Donc, re-bienvenue dans la salle bleue, Très bonne idée. la plus grande, parce que bon, c'est là où il y a le plus de place. Hein. Alors, combien il y en a parmi vous qui ont entendu parler de Kelsey Hightower? Pas mal quand même, bah oui, normal. Bon, normalement, c'est lui qui aurait dû être là aujourd'hui à ma Moi place, aussi. mais il n'était pas libre. Bon, je plaisante qu'à moitié parce qu'on lui a vraiment demandé s'il pouvait venir présenter quelque chose ici. Malheureusement, il n'était pas dispo. Bon. Kelsey Hightower, il a fait entre autres un tuto qui s'appelle Kubernetes de Hardware, dans lequel ça nous apprend à monter un cluster Kubernetes brique par brique. Et je dirais pas tous les administrateurs et administratrices Kubernetes, mais enfin en tout cas beaucoup de gens qui veulent passer leur galon dans Kubernetes et notamment passer la fameuse certification, la CKA, à un moment donné passe par Kubernetes de Hardware. Ce matin aussi, on a eu Laurent Bernaille et son co-speaker Mayol qui nous ont présenté un truc. Et Laurent, il a une série de talks qui s'appelle Kubernetes de Very Hardware, dans laquelle il parle de comportements bizarres, de trucs un peu mystiques qui se passent dans Kubernetes. Et c'est toujours hyper intéressant, à condition de vouloir mettre, c'est plus les mains à ce niveau-là, hein, si on est dans le cambouis jusque-là avec un tuba pour pouvoir respirer. Et puis heureusement, il y a des gens qui sont de l'autre côté du cours et qui vont nous expliquer Kubernetes de not so hardware, c'est-à-dire comment on fait pour pouvoir tirer parti de Kubernetes sans avoir besoin de se faire tatouer des manifestes en YAML, de connaître par cœur les 35 flags du API server pour que la sécurité ça marche bien, etc. etc. Et même pourquoi pas, comment faire peut-être complètement disparaître Kubernetes. Donc Loïc et Michael vont nous parler de tout ça. C'est à vous. Merci. Alors, je vous préviens, c'est assez dense. Loïc va vous assommer. Je préviens. Donc on va un peu vous montrer comment on a construit l'offre Kube au sein de VP. Comment on était un petit peu plus loin que juste faire du Kube et voir un peu là où on va aller dans le futur. Donc, petite slide corpo pour commencer. VP, je pense que vous avez déjà entendu parler, ex-vente privée. On récupère les invendus des différentes marques. On fait des ristournes dessus et on les vend sur notre site. Pour que ça marche, on a créé VPTech, ou VPTech plutôt, qui est la partie purement technique de VP, qui se charge de sourcer tous les produits chez les marques et de l'envoyer dans votre boîte aux lettres. Entre-temps, il y a plein de choses qui se passent et on gère tout ça. Et notamment, on fait du Kube. Donc, je vais laisser Loïc prendre le relais. Oui, bonjour à tous. Alors, la jeunesse de Kubernetes, elle date d'il y a 4 ans environ. Elle a démarré avec Michael, après on s'est un peu perdu de vue, puis on s'est retrouvé ici finalement. Alors comment ça a commencé? En fait, chez VP, on avait un constat, on avait beaucoup d'orchestrateurs. En fait, on les avait presque tous. Je sais pas, une petite collection. Et en fait, on avait des legacy Kubernetes, du Nomad, du Rancher 1, 2, Swarm, voilà, un peu toutes les technos. Puis on avait du conteneur un peu à l'arrache en Docker Compose, du LXC aussi dans certains coins. Et en fait, en 2019, on s'est retrouvé avec Michael à un moment donné au café, parce que des fois, on prend des décisions au café, c'est intéressant. Et il y avait une grosse vente Céline Dion. C'était le Stade de France, en fait. C'était les ventes des places au Stade de France. Il y en avait 30 000, je crois, c'est ça? Au début, on avait 30 000, on a rajouté des places après. Ouais, c'est ça. Donc c'était une très grosse vente. Et Michael venait de reprendre le scope de l'application Entertainment qui sert à faire les ventes de places. Et il n'était pas très safe parce qu'il était sur un de ces fameux Kubernetes pas maintenus. Nous, de notre côté, alors moi je suis arrivé, on n'avait pas du tout d'orchestrateur dans notre équipe. Donc je fais partie de l'équipe qui s'appelle Foundation. Donc en fait, l'objectif, c'est de fournir des services aux autres entités de l'IT. Alors on ne parle pas de la partie campus qui consiste à s'occuper des postes utilisateurs, on parle vraiment de la valeur ajoutée pour les développeurs. En fait, nous, on avait besoin d'un orchestrateur pour nos besoins parce que c'était un peu le foutoir, on venait de fusionner les boîtes, etc. Donc on était parti sur Kube, qui était, a priori à cette époque-là, en tout cas, allait devenir le leader du marché. Et bon, actuellement, c'est un peu leader, il y a toujours d'autres technos, effectivement, à regarder à côté.
Et au même moment, chez VP, on a fait un shift en termes d'IaaS. On a créé VP Cloud. Donc en fait, c'est notre IaaS qui sert à orchestrer en fait, les VM sur du bare metal. Donc on a commencé assez simple en faisant un Kubernetes très bête. Alors on a des account ID, on avait commencé donc à séparer chaque entité à son account ID, ce qui permet de faire du billing interne, etc. Comme ça on peut mesurer la consommation de chaque entité en fonction du business. Avec donc voilà, cet internal IaaS. Et puis on est parti sur quelque chose de très simple en termes de Kubernetes. Donc un control plane assez classique où on a packagé nous-mêmes en paquet Debian parce qu'on est assez Debian centrique chez VP, toujours encore. Peut-être que ça changera à terme, mais en tout cas actuellement c'est beaucoup de Debian. On a packagé du coup donc ces binaires et ensuite on a installé toute une couche qui est assez commune sur Kubernetes. Donc le core DNS, à l'époque KubeDNS venait de gentiment disparaître. Donc on a pu aller directement sur cette cible. On a essayé plusieurs services NTP et en fait finalement c'est la solution de Red Hat Chronic qui était la plus fonctionnelle. On a essayé OpenNTPD, d'autres choses qu'on utilisait déjà en interne, mais en fait la seule qui était KubeReady à cette époque-là c'était Chrony. Au niveau de la métrologie et de l'alerting, rien de bien transcendant, hein, c'est du Prometheus. À l'époque c'était du Prometheus 2 tout jeune, assez vanilla. Et pour la solution de logging shipping, vu qu'on était parti sur une solution, du coup on essayait d'être un peu multitenante pour ce qu'on allait faire. On a choisi Fluentd en daemon 7. Alors pourquoi Fluentd? Parce qu'on a des Elasticsearch derrière qui vont ingérer les logs. Je reviendrai dessus après. Donc c'est vraiment très vanilla, on est sur le début. Hein. Sur cette première partie, je vais détailler un peu les choix, les erreurs qu'on a fait et où on en est maintenant. Sur la partie authentification, c'était très clair, Kubernetes supporte l'OIDC, on a du Keycloak, on met de l'OIDC, les gens s'authentifient avec leur compte en SSO et puis terminé. À l'époque, c'était du Traffic 1.6, donc assez ancien, fonctionnel. On n'a pas trop remis en cause ce choix, il a évolué au fur et à mesure. Et surtout, vu qu'on était sur un modèle multitenante et qu'on voulait éviter que les gens fassent trop de bêtises en termes de best practice, à l'époque, c'était du Kube 1.14, on avait activé les PSP. Et donc en fait, on a une PSP par défaut qui dit tous les best practices, hein, pas de route, pas d'exclamation de privilèges, etc. Donc quelqu'un qui veut rentrer dans le conteneur ne peut pas faire toutes les mauvaises choses de Kubernetes à l'époque. Et puis voilà, puis on a ajouté les PSP granulaires sur les composants du control plane et des services dont on avait besoin pour les daemon sets, etc. Mais c'est tout. Donc ça a persisté très longtemps et ça persiste encore à l'heure actuelle. Je reviendrai dessus après. Sur la CNI, on a fait plusieurs essais. Le problème, c'est que toutes les solutions à base de VXLAN sur VP Cloud, donc c'est en fait VP Cloud, c'est du libvirt avec du KVM derrière. C'était pas génial avec nos cartes réseau, 3,6 gigabits de la congestion en masse, c'était pas génial. Donc en fait, on a vu qu'avec IP ça marchait mieux. Alors pour quelle raison? On n'a pas extrêmement creusé parce qu'on était toujours dans ce rush de la vente Céline Dion derrière. Après, on cherchait également un CNI qui permette de gérer les network policy pour éviter de multiplier les solutions à maintenir dans Kubernetes, parce qu'à l'époque, on était une équipe de 3, hein, c'était pas beaucoup. Et finalement, c'est KubeRouter qui est ressorti, notamment aussi parce que dans l'isolation initiale de notre cluster Kubernetes, en fait, les nodes, ils ne sont pas dans le même réseau. Il y avait un ownership, chaque équipe de produits avait ses propres réseaux, donc les nodes Kube devaient être dedans pour le billing. Voilà, c'est des contraintes qu'on avait à l'époque. Et avec KubeRouter, on était capable de faire ce multi-réseau avec les tunnels IP au-dessus qui étaient très bons en termes de perf, quasiment 10 gigabits de nos hyperviseurs. C'est encore une solution qui persiste aujourd'hui. Donc une petite timeline vite fait, ça a commencé en juillet 2019. On a très vite approvisionné tous les services qu'il fallait et la vente était en octobre, donc on s'en est bien sorti. Oui. Ouais, la vente a été un succès. C'était même une des plus grosses ventes de VP. Donc, on a réussi la mission. Voilà. Alors, je ne sais pas pourquoi j'ai mis ça Renewer Controller, mais effectivement, dans Kubernetes, on est parti sur un modèle HTTPS only en entrée sur Traffic. Donc, la première problématique qu'on a eue, c'était la gestion des certificats. Et il nous a fallu un contrôleur custom parce qu'on ne fait pas de Let's Encrypt, on a trop de certificats chez VP. Voilà. Mais rien de spécial, c'est une API où on demande des certificats et puis derrière, on est capable de les récupérer. Alors, on n'est que sur du on-prem, on n'est pas sur du cloud, donc on a tout fait nous-mêmes, et évidemment, il faut du compute pour les gens. La première version, vraiment très vanilla pour la vente Céline Dion, c'était on a avec Terraform, chacun amène ses VM, nous on provisionne dessus, et la partie Kubernetes, sa mesh, etc., terminé. Bon, il y avait beaucoup de limitations évidemment, de la friction en termes de processus, parce que si tu voulais du compute, il fallait contacter l'équipe en termes de support, évidemment, c'est pas très bon.
Donc on a créé un machine controller qui n'est pas la cluster API de Kubernetes. Je sais qu'elle existait à l'époque. Bon, elle n'était toujours pas très bien documentée comme maintenant, malheureusement, mais c'est un fait, c'est de mon point de vue, hein, totalement parcellaire. Et donc on a créé l'objet machine, l'objet machine set. Donc les machines, c'est quoi? C'est un objet Kubernetes qui est relié à un objet, à une VM pardon, sur notre IaaS, et qui a une notion de logique pour les réseaux, pour le compute, pour le sizing, etc. Et on a eu la logique de set, où c'est des node pools. Voilà, donc on crée un ensemble de pools de compute. On a créé des machines templates, c'est quoi? C'est des images prédéfinies, puisque comme ça les gens prennent juste une image, ça bootstrap tout automatiquement, terminé. Il y a l'autogros du file system évidemment, parce qu'on permet aux gens de resizer en fonction de leurs besoins pour l'ephemeral storage, et on autoconfigure le kubelet au travers des user data qui sont passés dans notre IaaS et CloudInt. Donc voilà, donc ce que j'avais déjà dit, réplica, profil, disque, c'est à peu près tous les attributs qu'on avait. On met des labels aussi si on veut avoir plus d'infos, puisque derrière on va récupérer les métriques dans Prometheus de ces machines, de ces objets machines, pour voir les états, etc. Et on set le template. Malheureusement, le problème c'est sur le rollout, c'est le même problème que le réplica set, donc on a créé le machine déploiement. C'est comme un déploiement Kubernetes de pod, hein, ça gère plusieurs machine sets. Ça permet de faire un pseudo blue-green quand on update les node pools. Donc ça, c'est des features qu'on a rajoutées après. Donc en fait, on veut mettre à jour, c'est simple, on lui dit voilà le nouveau template. Ça, c'était dans la première version. Et puis après, il sait que le template a été mis à jour. Il crée un nouveau set, il spawn toutes les machines. Une fois que tout est valide, il va supprimer les anciennes machines une par une, terminées, et il lance une éviction de pod, bien sûr, et il attend avec un timeout où il délettera les pods directement. Dans les features, évidemment, l'auto-update, on ne pouvait pas le mettre n'importe quand, parce qu'en termes de SLS, c'est quand même pas hyper optimisé pour les produits. S'il se passe plein de choses dans les entrepôts, c'est peut-être pas le moment où on va bouger les gros pods qui gèrent les workflows des entrepôts et des opérateurs. Donc on a ajouté des notions de time frame update. Donc là, les gens mettent des échelles de temps où ils veulent que leur node se mette à jour, et ça se met à jour. Donc par exemple, nous, on a choisi pour le cube lui-même, que chaque data center se met un jour différent à jour, en nocturne, ça se fait tout seul, ça fonctionne, terminé. Et de toute façon, si le nouveau pool n'est jamais arrivé à l'état valide au final, on ne touchera pas aux anciennes machines. Donc c'est plutôt safe au niveau des pods. Voilà, et on a de l'autoscaling évidemment sur ces machines déploiement, puisque on a des pods en autoscaling, donc à un moment donné, il faut pouvoir changer le workload en fonction de ce qui se passe. Donc là, on a des thresholds CPU mémoire assez simples à l'heure actuelle. De toute façon, on n'a pas énormément de besoins dans les médias. Plus tard, peut-être qu'on mettra des corrélations Prometheus, mais en tout cas, voilà. Ensuite, pour le multi-tenant, donc là, on a notre compute, on a notre environnement de service, etc. sur Kubernetes. On ne peut pas laisser les gens créer des namespaces tout seuls sur Kube, parce que c'est un objet global, et si on peut permettre d'en créer et en supprimer, c'est pas génial. Donc on a créé un objet au-dessus du namespace, entre guillemets, enfin en parallèle en réalité, puisque c'est étape-là, qui s'appelle le VP namespace. Donc il va nous permettre de relier l'account ID des produits avec le namespace, et du coup avec le compute, puisque sur le compute on a l'account ID. Et ça permet également de mettre toute une policy, où la personne qui crée le namespace, ça va expliquer qui a le droit d'accéder au namespace en lecture et en écriture pour faire les changements sur les objets. Alors pourquoi on a cette chose-là? À l'époque, il n'y avait pas trop de solutions pour le multi-tenant sur Kube en 2019. Maintenant, il y a plusieurs solutions, mais on n'a pas réévalué du tout ces changements à l'heure actuelle. Voilà. Donc ce que j'ai dit, voilà, tout le monde peut les créer. C'est un résumé de ce que j'ai dit. Ensuite, donc notre CERT controller qu'on a créé, donc effectivement, on a dit qu'il n'y aurait pas de HTTP en entrée. Donc à l'heure actuelle, dans nos cubes, il faut savoir qu'on ne permet pas de créer des services en node port. Le seul service qui existe, c'est Traffic en entrée. Potentiellement, parfois, il y a plusieurs Traffic pools, mais c'est que du Traffic en entrée géré par nous en autoscaling. Et donc, on avait la problématique des certificats. Donc, on a créé un contrôleur de certificats. C'est assez bête. En fait, on s'authentifie sur notre IaaS parce que c'est lui qui porte les certificats et il chope les certificats qui sont valides, créés par les gens. Il peut aussi auto-créer les certificats dans cette API. Derrière, on a plusieurs providers à l'heure actuelle. Voilà, donc, il y a le Let's Encrypt et on a du Grandi, par exemple, en fonction de ce qu'on définit comme attribut et si on doit payer ou pas. Et ça se fait tout seul. Bon, rien de bien méchant là-dedans, c'est un contrôleur cube. Tous nos contrôleurs utilisent le contrôleur runtime habituel en Golang, il n'y a rien de bien sorcier.
Alors sur la métrologie, on a fait un rise-up de la solution, évidemment. Depuis ces lignes où on était avec une centaine de pods sur le cluster, on est monté sur des clusters jusqu'à 5-6 000 pods. Et le problème principal qu'on a, en fait, c'est Prometheus dans ces cas-là. De base, donc on est parti sur la cube Prometheus Chart, qui est très bien en soi, il n'y a pas de souci. Sauf que 2 Prometheus pour gérer 5000 pods, à un moment c'est trop gros. Quand on a des pods à 80 gigas de mémoire, ça commence à être compliqué, notamment pour le scheduling. Il faut savoir qu'on n'a pas des énormes VM en termes de sizing, enfin en tout cas on ne les demande pas. Et du coup, 80 gigas à placer, c'est très compliqué pour le scheduler quand on a beaucoup de pods à 1 giga dans le même node pool à côté. Puis accessoirement, c'est long à démarrer quand ça redémarre, puisqu'il relie tous ces walls Prometheus, donc bon, pas génial. Heureusement, il y a une solution qui est apparue, c'est les shards Prometheus, et ça nous a sauvé les miches. On l'a fait que l'année dernière, on avait des doutes, mais voilà. Et les shards Prometheus, c'est quoi? Il fait un hash de vos targets, et elles vont se créer toutes seules dans plusieurs Prometheus. Alors évidemment, on n'a plus de vue agrégée, donc à un moment, il faudra la retrouver quelque part. Donc chez nous, ça se passe avec Thanos. Thanos, dans la fédération, chez nous, il est tout en haut, et en fait, on fait un Discovery SRV. Dans le SRV, on a tous les ingress, les noms DNS qui correspondent à tous les shards. Voilà. Et on s'est limité sur les shards à 8 gigas de mémoire par shard, comme ça facilite le placement, et si on veut, on scale les shards. Alors, c'est pas de l'automatique, parce qu'avec le Prometheus Operator, on ne peut pas. Mais voilà. Donc, ça sauve bien, et surtout que notre exporteur, quand on a besoin des métriques réseau et qu'il y a 200 nodes, ça consomme un peu. Sur la partie logging, on a eu des problèmes aussi quand on a 200 nodes Kubernetes avec Fluentd. Alors déjà, Fluentd, le footprint, il est assez costaud puisque c'est une VM en Ruby. Donc on essaye d'avoir un footprint assez petit sur le tooling, sur les nodes pour se concentrer sur les choses à valeur ajoutée. En fait, il blast un peu l'API Kubernetes. En fait, on a un petit peu explosé nos API Kube à cause de Fluentd. Donc on a décidé de changer de modèle. Comment réduire le footprint? Chez Fluent, ils ont FluentBit en fait, qui est une bonne solution, c'est une écriture en C. Alors, il y a moins de features Fluentd, mais on va changer un peu le modèle. On va passer en forwarding FluentBit et on va faire un pool en auto-scaling en centrale dans Cube qui va traiter les logs et les enrichir avec les métadonnées Cube, plutôt que le faire par node. Donc ça représente ceci comme archi, donc on lit les logs containerd, journald de systemd, de toute façon nous tout passe par là. Ensuite, ça forward sur le service Fluentd qui est en auto-scaling. Il reçoit tous les logs. Il est capable d'identifier dans le nom du fichier containerd toutes les métadonnées Cube, elles sont là. Et ensuite, il va sur l'API Kubernetes et il enrichit. Et ensuite, il pousse. Alors chez nous, du coup, c'est l'Elasticsearch avec des ILM policy. Et comme on est en multitenante, on fait des index par namespace, histoire de pouvoir séparer un peu les logs des gens. Surtout en termes de nombre de champs. Et donc c'est là que l'offre Kubernetes Namespace as a Service, j'aime bien l'appeler CNAS, a été créée chez nous. Donc maintenant, on a des développeurs qui pouvaient avoir accès à Cube, mais on reste dans un Cube très vanilla, en fait, au final. Il y a tout un toolset. On est capable de faire du compute, poser ses pods, etc. Mais la valeur ajoutée par rapport à une solution externe, elle n'est pas énorme. Donc au niveau de la timeline, voilà, c'est toujours sur 2019 pour les premières versions 1. Et voilà. Ensuite, pour le déploiement du control plane, alors on a commencé, on faisait essentiellement de l'Ansible. Fait intéressant, en 2019, il y a Helm 3.0 qui est apparu. Donc on s'est mis à Helm. Alors tout le monde n'aime pas Helm, mais en tout cas, la communauté, elle s'est orientée sur Helm, notamment pour la distribution des charts. On ne voit pas beaucoup de customize, c'est plus simple pour le vendor shipping à l'heure actuelle, malheureusement, et à l'époque aussi. Donc voilà, c'était full Ansible, orchestré par Ansible pour les upgrades de control plane, etc. Une upgrade de control plane, il faut savoir que chez nous, ça prend à peu près 15 minutes, et c'est fait à chaud, vous ne perdez pas l'API comme sur GKE. Ensuite, en 2021-2022, on est passé en hybride Ansible TF, en fait, parce qu'il y a plein de choses qu'on peut play avec Ansible, avec les modules M, les modules kubectl, etc. Donc on a commencé à mettre ça dans TF pour une meilleure gestion. Alors bon, les modules TF kubectl, il faut faire gaffe sur les diffs, des fois ça dit fais quelque chose, en fait il fait rien du tout. Donc méfiez-vous. Et puis maintenant on est quasiment full TF plus Helm, excepté pour déployer le control plane lui-même, donc l'API server, le controller manager et le scheduler. L'année dernière, on a ajouté Argo CD, puisqu'on avait des besoins de GitOps dans l'entreprise, donc Michael va vous en parler après. Mais l'idée, c'était de faire que les développeurs aient une meilleure expérience de Kubernetes que je prends mon kubectl, je m'authentifie sur le Keycloak et j'accède aux objets. J'utilise Lance, il a une licence, il m'embête, enfin voilà tout ça.
Donc, on a commencé avec Argo CD, c'est ce qui a été jugé le meilleur par les équipes produits et de dev, puisqu'il y avait une interface pour comprendre Kubernetes, et on est capable de faire les liens avec les différents tools internes dans l'interface Argo CD pour accéder aux différentes applis. Et la partie vraiment qui est cool d'Argo CD, qui est une énorme feature par rapport à d'autres produits GitOps du marché, c'est les application sets. Les application sets, c'est ce qui va permettre de développer l'offre dont Michael va parler, puisque à partir d'un repo Git, vous êtes capable de générer plein d'applications d'Argo CD et de déployer plein d'applis suivant différentes matrices, soit en multi-cluster, soit en multi-applications, ou les deux en même temps avec les matrices dans les application sets. Et après, Michael, c'est à toi pour parler de la suite. Oui, bien, merci Loïc. Donc moi, je vais plus parler de ce qu'on construit au-dessus de Kube, parce que maintenant on a Kube, il fonctionne, c'est cool. Je voudrais bien déployer des pods dessus. Donc, juste petit rappel des différents buts qu'on a chez VPTech, c'est de minimiser, comme dans plein d'autres sociétés, le time to market, le fameux time to market, et de fournir aux devs une expérience développeur la plus sympa qui soit, parce qu'on ne veut pas qu'ils passent trop longtemps à se gratter la tête pour déployer leur pod. Ils ont un code, ils doivent l'envoyer en prod le plus facilement possible. Donc pour ça, on est passé sur les charts Helm, puisqu'il y avait Helm 3 qui était là, c'était un peu mieux que la V2. Et ça nous a permis en fait de standardiser la manière de déclarer les applications sur Kube. Donc on vient d'un historique où on avait un peu tout et n'importe quoi, c'était comme chez McDo, venez comme vous êtes. Donc là on essaie de standardiser un petit peu les choses. Et d'un point de vue SRE, nous, ça nous permet d'abstraire complètement l'API Kube pour les devs. Eux, on va leur dire, fournis-moi une image Docker avec un tag, dis-moi sur quel port elle écoute, et on envoie ça en prod, grosso modo. Là, sur les années qui viennent de passer, il y a eu des upgrades de l'API Kube, l'ingress a changé, il y a eu d'autres changements internes à Kube. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a juste updaté le chart. On a dit aux devs, vous prenez la nouvelle version du chart, vous déployez, et comme ça, eux, ils n'ont pas à gérer ce genre de questions. Maintenant, comment on va déployer cette charte? On a eu deux solutions, grosso modo. On a tenté de construire un pass, comme plein de monde. Et comme plein de monde, on a échoué à le faire. Donc, une des raisons, c'est parce qu'il n'y avait pas assez de monde sur la construction du pass. Et à la fin, il n'était pas assez flexible. À côté de ça, l'équipe SRE a déployé une CI qu'on appelle M-Deployment, qui fait beaucoup de choses, mais qui a été construite de manière itérative. Et au final, c'est hyper compliqué à maintenir. C'est-à-dire qu'il y a un nouveau SRE qui arrive sur cette CI, quand il veut coder dessus, il y a un certain ticket d'entrée. Et donc les deux solutions poussent depuis GitLab vers Kube. Ça veut dire qu'on a des identifiants Kube qui traînent dans GitLab. On a eu un certain nombre de soucis. Alors, ça marche très bien, mais on a quand même eu des petits soucis avec les années. Le premier, c'est qu'on n'avait qu'un seul type de déploiement, donc le déploiement type rollout, qui est par défaut. On a essayé de faire un blue green un peu maison, parce qu'on n'est pas Argo CD à l'époque, et on n'est pas de Canary naturellement. Et on n'a pas de gestion de monorepo pour les devs, parce qu'ils sont très friands de ça. Donc ça veut dire qu'on a pas mal d'override de CI, et ça devenait assez compliqué à débugger. Et à la fin, voilà, le CI et le chart, c'est devenu un beau palais de spaghettis. Donc on a essayé de se dire comment on pouvait améliorer tout ça. Première étape, pour éviter les identifiants dans GitLab, on est passé sur du GitOps, donc grâce à Argo. On a eu le nouveau contrôleur de namespace pour faire le lien entre le namespace et Argo CD, et GitLab aussi, surtout, pour indiquer où c'est. Donc on a Argo CD et on a eu Rollout il y a quelques semaines. Donc on va commencer à pouvoir s'amuser au niveau des déploiements. On a implémenté HashiCorp Vault avec Kube. Donc on va récupérer nos secrets dans Vault pour les récupérer dans Kube. Et Loïc aussi a sorti un petit exporteur pour savoir quand est-ce que nos certifs SSL peuvent expirer dans Kube. Par exemple, s'il y a eu des soucis de renouvellement ou des choses comme ça.
Donc au final, ça nous donne un peu ce schéma-là, où on voit voilà, GitLab qui est à peu près au centre. Argo va choper son code depuis GitLab, mais entre mon code est sur GitLab, j'envoie ça sur ma registry et je récupère ça dans Cube, il manque un peu de glue. Donc la glue, c'est la petite étoile de mer, donc Starfish, qui est le nom du produit qu'on a créé en interne, et c'est la glue qu'on a créée. Le but ultime de Starfish, c'est de faire disparaître Cube d'un point de vue développeur. Pour eux, ça devrait être juste un détail qu'on déploie sur Cube, sur Nomad, sur Rancher, sur peu importe quoi, on s'en fout. Ça devrait être un détail. Voilà. Malgré tout, c'est pas parce qu'on veut faire disparaître Cube d'un point de vue dev qu'on va totalement le masquer. Les devs peuvent quand même regarder ce qui se passe sous le capot, il n'y a aucun problème pour ça. Au contraire, on les encourage à comprendre ce qu'ils font. Mais pour un déploiement basique, voilà. Ils n'ont pas besoin d'avoir le détail. On a écrit Starfish en Go, puisque ça nous permet de tester massivement le code, beaucoup plus facilement que faire de la CI en GitLab. On inclut tout un tas de checks de preflight, en fait, pour vérifier si les variables d'environnement dans GitLab sont bien setées, si les values Helm sont cohérentes, si la conf Starfish est correcte. Donc le but, c'est de faire échouer la CI le plus tôt possible, pour éviter une frustration en fait, où on construit l'image Docker, tout ça, et à cause d'une typo ligne 22, le déploiement échoue. On va essayer de casser le pipeline le plus tôt possible. Également, on a fait un certain nombre de workflows par défaut pour le déploiement. Donc, je vais en parler un petit peu après. On a le support natif des monorepos, donc savoir comment on va gérer le déploiement de 50 applis depuis un repo Git. De manière facile, c'est un petit boulot en soi. Un autre point qu'on essaie d'améliorer avec Starfish, c'est la doc. Donc on va avoir plusieurs endroits de doc sur Git, et on va essayer de fusionner tout ça sur une seule doc. Donc on va voir ça après. On veut aussi éviter que les devs passent 3 semaines à faire de la CI, parce que c'est chiant. Comme on a vu ce matin, avec Dagger, faut faire un commit, voir si ça marche pas, je refais un commit, ainsi de suite, c'est assez long. Là, on va auto-générer de la CI pour eux, basée sur la conf. Côté SRE, on va consommer en fait ce qu'on a produit, donc on va déployer nos propres exporteurs, nos propres applis internes avec Starfish, comme ça on sait comment ça marche ou ça marche pas. Et enfin, je l'ai dit un petit peu avant, le but du jeu, c'est que ce soit hyper simple, on n'a plus le temps, pour déployer du code en prod, donc il faut que ce soit hyper rapide. Et enfin, dernier détail, on veut que les métriques et les logs soient accessibles hyper facilement. Pour commencer à bosser avec Starfish, on a donc un petit Starfish init qui va générer toute la conf nécessaire pour commencer avec Starfish. Donc j'ai juste un code tout bête, en Go, peu importe le langage, on s'en fout. Nous, on veut juste une image Docker. On fait Starfish init, ça génère tout un tas de fichiers de conf avec des values Helm par défaut. Et ensuite, on envoie ça sur Git, la CI est auto-générée et ça envoie en prod. Une fois qu'on a fait l'init, on veut aller un peu plus loin que juste un truc tout bête. Donc c'est là où on va commencer à lire la doc. Donc le but de la doc qu'on a faite, c'est qu'on a un seul point d'entrée pour toutes nos docs et on va inclure des docs qui viennent de repos externes. Donc c'est ce qu'on voit là, Starfish CLI, c'est des docs externes qui sont vraiment couplés au code. Donc comme ça, on est sûr que la doc reste à jour et on peut aussi voir les anciennes versions de notre doc. Les workflows, on sait très bien que les applis n'ont pas toutes le même cycle de vie selon les équipes de dev. Donc on a 3 workflows, du plus facile au plus compliqué. Donc, tout ça, c'est pour essayer d'uniformiser un peu comment on déploie et comment on fait du Git chez VP. La CI, avant on avait un truc un petit peu compliqué, les devs pouvaient se faire un peu plaisir. Maintenant, on a 4 lignes. À partir de là, on va générer la CI automatiquement. Donc on va avoir plusieurs stages, je vais les montrer après, je vais zapper ça. Donc on va avoir le preflight qui va vérifier si tout va bien.
Si tout va bien, on va passer au spawn, donc il va écrire la CI, et après le spawn, on va trigger cette CI. Donc c'est les dynamic pipelines de GitLab. Et après, derrière, voilà, on fait le build, le deploy, et voilà. La CI de Starfish, elle s'adapte au contexte de l'appli. Donc sur un monorepo, on va détecter si on a changé telle ou telle appli, tel ou tel fichier, et à partir de ça, on va trigger plus ou moins de jobs. Donc les devs n'ont pas besoin de se prendre la tête à générer tout ça, ça se fait tout seul. Et au final, ça économise un petit peu nos runners GitLab derrière. Une fois qu'on a déployé, on génère un petit README dans le repo GitOps qui est utilisé par Argo. Et dans ce README, on va avoir les différents endpoints, le statut Argo, savoir si c'est bien déployé ou pas, et surtout l'accès direct à Grafana, à Kibana et à tout ça. Donc c'est du one-click et c'est vachement pratique pour les devs. On va ajouter d'autres trucs plus tard. Au final, ça ressemble à ça. C'est assez simple. En rendu, ça va peut-être changer. Et voilà. Comme ça, le dev voit d'un coup d'œil comment c'est déployé, avec quelle version, et ainsi de suite. Et enfin, on enregistre automatiquement nos applications déployées via Starfish dans Consul. Quand on supprime une appli, c'est manuel, obligatoirement, ce ne sera jamais automatique, parce qu'on préfère avoir une alerte dans l'alerting plutôt qu'une application qui disparaît silencieusement du monito. Et derrière, on a Prometheus qui fait son service discovery et qui surveille l'appli. Et je vais repasser vite fait la parole à Loïc. Il ne reste pas beaucoup de temps. Je vais faire rapide. Ouais. Actuellement, on est sur Kubernetes 124. Alors, on est un peu bloqué parce qu'on est en multitenant et donc Michael et les équipes produits en fait vont consommer notre cube avec de la PSP, et comme vous le savez, en 25, on voit les PSP. Donc ça remet en cause complètement la partie sécurité en termes d'admission de contrôle. Je vais très vite. Donc nous, on a toujours eu de l'OPA Gatekeeper, mais on l'a agrémenté en plus des PSS pour avoir un niveau intermédiaire entre baseline et restricted. On essaye de tendre vers restricted pour tous les clients et garder baseline uniquement pour l'utilisation de cube en termes de control plane et de service. Ça fait le boulot avec le validation de webhook. Et on warn les gens quand ils ont des déchets secs. Là, je vous donne un dashboard. Par exemple, c'est la compliance OPA, donc c'est notre dashboard quand on récupère les logs et quel produit a combien d'issues OPA et doit les corriger. Voilà. Je vais très vite. Sur la CNI, KubeRouter, ça marche. Mais le problème, c'est que c'est du BGP. Et quand on a 200 nodes, le BGP, c'est comme un routeur. C'est long à converger. Les network policy, ça marche presque tout le temps. Il y a des fois, il y a des trucs très bizarres qui se passent avec la partie KubeRouter IP table, où il se passe rien en fait quand on met à jour, donc c'est pas génial. Donc on envisage Cilium, mais pour ça il faut qu'on remette nos réseaux à plat, donc on est en train de travailler dessus puisqu'on était en multi-réseau. On est très intéressé par Hubble, qui est la partie d'observabilité réseau, et évidemment par la partie eBPF sur les network policies, qui va être beaucoup plus cheap qu'IPtable. Et bien sûr, comme on est sur des cubes qu'on met à jour in place, on ne va pas demander aux gens de migrer, il va falloir qu'on fasse une solution de hot replacing de la CNI. Il y a des solutions avec Multus, donc on verra ce que ça va donner. Pour la partie stockage, très vite, on n'en avait pas. On est en train de déployer CFRBD qui fonctionne très bien. Et on va faire du CFFS également pour remplacer nos NFS Legacy. Ensuite, je vais parler vite fait d'un projet qu'on est en train de développer en interne qui s'appelle PICAPI, qui est la plateforme informationnelle Kubernetes API. Elle s'appuie sur plein d'outils. Alors, il y en a beaucoup de Fairwinds, donc il y a Goldilocks, Polaris et Pluto, et Trivy, qui sont des outils qui servent à collecter des défauts, entre guillemets, dans Cube, ou de sécurité ou de compliance. On va l'intégrer dans la partie VP Cloud. Alors là, actuellement, ça, c'est pas vraiment ces outils-là, mais c'est les dashboarding de namespace chez nous. Voilà, on a 13 000 pods sur ce dashboard avec beaucoup trop de CPU et de mémoire, mais c'est notre usage, c'est comme ça. Et on va intégrer ces outils de manière uniforme avec PICAPI pour fournir une interface standard et multitenante, parce que ces outils-là, ils agrègent pour tout le monde d'un coup, et c'est le gros problème de leur dashboard. Donc voilà, des dashboards qui vont être authentifiés sur Kubernetes, où on vérifie les droits de chacun pour voir ses droits dans son namespace, et retourner toutes les choses à améliorer. Alors c'est très vanilla, on est en train de travailler dessus, je vous mets des trucs en preview. Sur la partie Goldilocks, donc Goldilocks il sert à créer des vertical pods d'autoscaler et ça va nous servir à monitorer si on utilise bien les ressources Kubernetes. Donc est-ce qu'on n'utilise pas trop de CPU ou de mémoire par rapport à l'usage courant. Le VPA, mangez-en, ça marche très bien avec des milliers de pods.
Et donc du coup on fait du dashboarding là-dessus avec du scoring. Alors c'est pareil, c'est très neuf, où on utilise la burstable et la guaranteed QoS qui sont données par les VPA dans leur report. Goldilocks nous sert juste de générateur de VPA, hein, c'est tout. Ah, je me disais aussi qu'il y avait 10 minutes de plus. Du coup on était vite quand même. Du coup, je vais revenir sur la user experience vite fait, un peu plus lentement, pardon. Donc, l'objectif de Pikapi, actuellement, on a beaucoup d'orchestrateurs, en fait, et dans la majorité des orchestrateurs que vous avez, ok, on a des métriques, on a des logs, mais en fait, au final, à un moment, il faut un outil qui agrège un peu tout. Alors, on a tendance à utiliser Grafana pour les métriques, on utilise Kibana quand on a de l'ES, après peut-être de Grafana aussi pour différentes solutions pour les logs, Loki ou etc. Donc ça, c'est pas notre scope pour Pikapi, puisque ça existe déjà chez nous, hein, donc on va pas le réinventer. Pikapi, c'est vraiment, j'utilise tous les tools qui sont capables de collecter des informations un peu pertinentes sur Kubernetes pour aider les gens à améliorer leur déploiement, que ce soit en termes de conformité, donc avec OPA, OPA Gatekeeper en l'occurrence, hein, chez nous, c'est pas juste OPA. Vous aurez pu utiliser du Kyverno, il n'y a pas de souci. L'avantage d'OPA, c'est qu'on a les reports qui sont un peu plus simples à lire pour nous. Donc sur la partie Goldilocks VPA, les VPA, attention quand vous utilisez, hein, c'est pas en même temps que les HPA, ça je vous le rappelle juste en termes de best practice, c'est l'un ou l'autre mais pas les deux, hein. On ne peut pas scale sur les deux en même temps, ça va mal se passer. En fait le VPA il peut être juste en mode audit et en fait Goldilocks il va en créer plein et le VPA va s'interfacer avec votre Prometheus, votre metric server pardon, qui vient généralement avec votre Prometheus. Et du coup, il va regarder cet usage. Alors faites attention à la rétention de ce metric server parce que du coup, les reports de sizing en fait, sont basés sur cette timeline de métriques que vous avez dans votre Prometheus, dans le cube en l'occurrence. Mais en tout cas, c'est très intéressant et ça permet d'améliorer du coup vos sizing. Alors bien sûr, attention, hein, quand vous baissez les CPU, faites gaffe à pas trop baisser parce que le VPA des fois est un peu agressif s'il ne voit pas les pics dans Prometheus, etc. Donc faites attention. Il faut bien y aller mollo et réévaluer régulièrement. Sur la mémoire, de toute façon, il faut mettre la même chose en request et limit, hein, vous ne prenez pas la tête. Après, il faut juste trouver la bonne valeur, parce que l'over-provisioning de mémoire, c'est une très mauvaise idée. Vous n'allez pas comprendre ce qui va se passer quand vous direz « Tiens, c'est marrant, il a crash à 600 mégas de mémoire alors que j'avais mis 500 de request. » Oui, mais en fait, il y a quelqu'un d'autre qui a volé la mémoire. Et vous ne l'avez pas garantie. Donc la mémoire, vous la garantissez. Au moins vous êtes sûr que vous aurez la mémoire que vous voulez. Ça, c'est pas très grave, c'est moins cher que le CPU. Et ça coûte moins d'électricité. Nous aussi, c'est dans une volonté de réduire nos coûts, hein, parce que forcément, on a une infra très grosse chez VP. Plus on met qu'on réserve de ressources, plus on est obligé de raquer des bécanes. Ça coûte de l'argent, l'électricité, elle s'est envolée, comme chez tout le monde. L'avantage, c'est comme on est en on-prem, on a moins d'envolée des prix que dans les clouds, mais bon, c'est à relativiser sur le temps. Voilà, c'est à peu près tout. Mais vraiment, il faut que, en conclusion de nos projets, je pense qu'on peut dire que on a vécu 4 années très sympas. Il y a encore plein de choses à faire. Énormément, oui. Notamment avec le move vers Argo. On n'est qu'au début. Ça fait quelques mois qu'on est dessus. Et comme je disais, on a Argo Rollout qu'on a eu il y a quelques semaines, qui lui va nous permettre d'aller beaucoup plus loin dans nos déploiements et notamment des rollback auto basés sur les métriques prom. Donc c'est quelque chose qu'on va tester prochainement, très clairement. Tout à fait. Cette partie Argo était très intéressante. En tout cas, c'est un produit qui marche plutôt bien. Alors je sais qu'il y a des gens qui aiment Flux. Donc nous, c'est vraiment la user experience et les application sets qui ont fait qu'on a fait ce choix-là. Les deux cumulés, malheureusement, Flux en face, il n'a pas d'argument pour nous. Il faut monter des trucs un peu spécifiques au-dessus. Ce n'était pas notre approche. On a déjà assez à faire à maintenir tout le cube et toutes les solutions. Comme vous avez vu, on a Trivy, tous les produits Fairwinds, etc. Essayer de faire des choses pertinentes pour les gens. Pikapi, donc c'est le début. Peut-être qu'un jour on fera une conférence, on expliquera ce qu'on a fait. Peut-être qu'on l'open sourcera. Ce serait peut-être utile. Mais clairement, vous avez plein de données dans Cube, dans les objets. Et en fait, les agréger, vous allez pouvoir en tirer des choses, pas forcément à business value ajouté, parce qu'évidemment c'est du technique. Mais en tout cas, vous allez pouvoir plus facilement être aidé, assisté, et même avec OPA, vous définissez vos normes sur les objets, donc reconverger. Voilà. Et nos réseaux sociaux, bien sûr, comme tout le monde, on recrute. Oui. SRE, dev, différents postes, quoi. Tout. Effectivement. Et du coup, si vous avez des questions, je
Je pense qu'on a un peu de temps. Et je tiens à vous présenter mes excuses parce que c'est moi qui me suis trompé. Je croyais que c'était un retour d'expérience et que donc c'était 30 minutes. Et après, je me suis rendu compte, mais non, pas du tout. Eh bien non, ça laisse plus de temps Donc, pour les questions. Voilà, j'ai péché. Donc, c'est des questions, ouais. C'est bien, ça laisse du temps pour les questions. C'est retorpillé. Merci pour ce retour. Bon, on ne va pas se cacher, on a à peu près la même aventure dans Cube, donc on se retrouve sur beaucoup de choses. Et je voudrais vous demander simplement, dans toute cette journée, dans tout ce voyage, c'est quoi votre plus grand regret dans ce que vous avez fait, tester, vous vous êtes cassé les dents avec... Voilà. Vas-y, commence toi, je sais déjà. Bah vas-y, commence, je cherche la réponse de mon côté. Ah, tu l'avais pas, je pensais qu'il y en avait une évidente. Le plus grand regret, c'est pas évident, parce qu'en fait, finalement, c'est une belle journée, avec monter un cube pour une entreprise de 5000 personnes, enfin 900 techs, c'est quand même pas mal. Il n'y a pas encore tout le monde dessus. Le petit regret que j'ai, mais ça, on n'y peut rien, c'est comme partout, c'est qu'il y a, comme on est en multitenante et qu'on fait une offre de service, c'est qu'il y a de l'inertie. Donc en fait, on a envie de faire des beaux projets, mais parfois, on est ralenti juste par la réalité du terrain. Quand il y a 90 produits à faire bouger, notamment là, on l'a vu sur le dashboard OPA, c'est compliqué, ça prend des mois. Donc là, on est coincé en 1.24. On aimerait bien être en 1.26, notamment pour les quelques changements sur le scheduler CPU qui nous intéressent sur le throttling. Mais bon, voilà, on fait avec. Bah, pour ça, on essaie de mettre à jour les charts sur les différents produits et bah, c'est l'inertie des produits, quoi. Il faut qu'ils soient alignés là-dessus. Alors, merci pour la présentation. Moi, j'ai une question sur la partie OPA. Vous avez montré un dashboard avec les choses à résoudre dans les équipes. Est-ce que vous avez aussi ce type de check dans la CI pour éviter qu'une équipe mette une valeur incorrecte, je ne sais pas, et que ça soit détecté avant le déploiement finalement, et qu'il n'ait pas à faire de l'audit après coup? Merci. Je remonte. En fait, c'est dans la partie pré-flight de la CI. On va vérifier plein de choses. Avec Helm V3, il y a JSON Schema qui est arrivé. Et tous les charts qu'on a supportent JSON Schema. Enfin, on a beaucoup travaillé là-dessus. Donc du coup, on règle déjà à ce niveau-là beaucoup de choses. Parce qu'on va dire, on ne veut pas que le user écoute sur un port inférieur à 1024, par exemple. S'il nous met ça d'entrée de jeu, il va se faire détruire sa CI. Enfin, elle va être rouge. Et on fait ça pour plein de choses, aussi pour la conf Starfish en elle-même. Si l'utilisateur nous met n'importe quoi, on va l'arrêter tout de suite. Je vais compléter sur la partie OPA, du coup. Ouais. Toutes les Helm charts qui sont release chez nous, elles passent par une CI où il y a OPA. En fait, ils clonent le repo OPA qui contient toutes les règles. Ils jouent le Helm template de base ou le customize, puisqu'on fait les deux. Et ça passe les règles OPA. Et derrière, pour nous, là on parle de Starfish, nous on n'utilise que du customize en pure GitOps, on ne fait pas de Starfish pour l'administration des solutions dans Cube. Notre CI repasse une couche OPA avant de merger les merge requests qui vont être appliqués sur le cluster. Et de toute façon, il y aura encore OPA derrière. J'ai une question par rapport à ce que vous avez dit sur le fait de construire un pass et que ça n'a pas marché. Est-ce qu'au final, ce n'est pas un pass un peu que vous avez fait ? Et la question associée, c'est, si j'ai bien compris, vos développeurs ne font pas de chart Helm. Ils s'arrêtent à pousser du code et à configurer quelques éléments dans quelques YAML. C'est bien ça? C'est un peu deux sous-parties de la question. Alors, c'est pas vraiment un pass parce qu'on en est quand même très loin. On fait que de déployer des pods. Le pass, c'est quand même d'autres choses. On n'a pas de spawn de base de données ou de choses comme ça. Donc, c'est un tout petit bout de pass qu'on a. Après, pour les devs, eux, ils vont juste manipuler des values Helm. Et c'est tout, grosso modo. Après, on les passe au chart et c'est envoyé en prod. Après, chez VP, on a de l'inner source. Donc, c'est-à-dire que les devs sont capables d'aller sur le repo du chart, du ou des charts qu'on a, et de committer dessus s'ils ont besoin de nouvelles choses. Mais c'est pas eux qui écrivent le chart directement, non. Après, ils sont libres de le faire, de le packager, de le balancer sur la registry, mais on ne leur demande pas de le faire par défaut. Ouais. C'est pour ça qu'on parle plus de casse que de pass, effectivement, parce qu'on gère vraiment que les déploiements dans un orchestrateur de conteneurs.
Moi, j'avais une... Oh, oui, c'est bon, ça va. Ok. Moi, j'avais une petite question, c'est sur la partie IAS. Vous vous basez sur quelle solution ou est-ce que c'est purement de l'interne? C'est du homemade. Ok, ça marche. Vous voulez pas, j'imagine que tu pensais à OpenStack, vu que je parlais de LibVirt. Non, effectivement, dans les choix initiaux qui ont été faits il y a plus de 4 ans, l'idée c'était de s'affranchir d'une solution externe sur laquelle on n'aura pas la main mise pour notre bare métal. Bonjour, merci pour cette présentation. Moi j'ai une question concernant sur le choix d'infrastructures physiques. Comment vous faites la gestion des capacités planning, surtout quand vous avez des événements comme les soldes, etc. En tout cas quand il y a une volatilité importante sur vos infrastructures. Et de deux, est-ce que vous prenez en fait en compte dans les choix de vos solutions tout ce qui est Green IT? Merci. Alors déjà pour commencer, on n'a pas vraiment de période de solde puisqu'on est un site de solde en fait, donc on n'a pas vraiment de gros pics énormes planifiés. Le Black Friday par exemple, on le connaît pas tout simplement. On a un peu plus d'offres, mais c'est pas non plus exceptionnel. On a eu des ventes événementielles type concert pour Céline Dion, donc là on peut provisionner un petit peu en avance les choses. Et en fait, on a le cloud interne qui nous fournit de la VM. On a suffisamment de stock en avance. Et après, c'est juste on va allumer ou éteindre des serveurs physiques derrière, quoi. Si jamais on est en manque de capacité de VM, on va rajouter des serveurs en plus, quoi. On n'a pas vraiment de capacity planning autre que quels sont les besoins de l'année prochaine. En fait, on a déjà suffisamment de compute et on optimise nos solutions au fur et à mesure. Donc effectivement, la problématique du stock sur l'IaaS, on l'a eu au tout début, parce que c'était un gros chiffre de VMware vers LibVirt KVM. Mais là, maintenant, on n'a plus trop de problèmes de provisioning, on peut créer des VM comme on veut, c'est vraiment pas un souci. On a aussi eu des soucis au début à cause de l'approvisionnement justement de serveurs suite aux différentes ruptures de composants, quoi. Ouais. Mais à part ça, on n'a pas de soucis d'approvisionnement de serveurs, enfin de capacité. Voilà. Bonjour. Je m'appelle Aurélien, merci pour la présentation. J'utilise beaucoup Argo CD chez mon client et je voulais savoir si vous aviez envisagé d'utiliser le pattern apps of apps recommandé par Argo CD, ou est-ce que les application sets font un meilleur travail? Quel est votre avis, s'il vous plaît? Alors il y avait effectivement le choix de ce pattern qui permet de refaire du GitOps des applications, juste pour recontextualiser. Non, en fait, comme on a quelque chose qui est très uniforme, l'application set est suffisant avec les différents générateurs qui sont dedans. Soit, comme je l'ai dit tout à l'heure, quand on fait du multi-cluster. Donc nous, juste pour détailler un tout petit peu, on a plusieurs Kubernetes, mais on n'en a pas beaucoup. On en a 12 en tout, pour gérer les 16 000 pods. 3 environnements. Et en fait, on a un Argo par an qui va gérer les autres Argos. Donc celui-là, c'est juste un application set qui est horizontal sur les clusters, où il va déployer les solutions, pareil partout. Ça, c'est la solution la plus commune de l'application set. Et pour la partie applicative Starfish, c'est l'autre application set, mais là, du coup, on ne se base pas sur les clusters, on est dans le cluster. Et ici, chaque... ah ouais, c'est différent, en fait. On a un modèle un peu hybride, c'est un peu bizarre, mais basé sur les namespaces et sur les applications Argo. Bon, c'est un peu compliqué, si tu viendras me voir après si tu veux qu'on en reparle, mais voilà. Merci beaucoup. Je vous présente encore mes excuses pour le petit auto-scaling sur la vitesse de la présentation. Voyons le bon côté des choses, ça a permis d'avoir un Q&A intense et fructueux, je l'espère. Encore merci beaucoup et voilà, une petite pause et puis on revient dans 10 minutes. Merci.